Cette semaine au Face-à-Face, je reçois un idole de jeunesse. Honnêtement, je suis très honoré de le recevoir. Monsieur Jacques Rougeau, comment ça va? Incroyable, tu m'appelles monsieur. Ben écoute, Quand je te regarde les oreilles, crée-moi que c'est moi qui devrais t'appeler monsieur. écoute, Je suis impressionné par ta pareillement. carrière, puis par tout ce que tu as fait. Puis écoute, c'est incroyable. Puis tu sais, moi, j'étais un petit peu naïf, tu sais, dans bien des affaires. Puis quand je suis arrivé aujourd'hui, puis j'avais aucune idée qui c'était, Pat. Puis moi, tu sais, je suis transparent. Ben oui. Puis là, je regarde autour, puis tu me comptes ta carrière, puis tout. Puis quand je t'ai vu les oreilles, j'ai dit, tabarnak, je suis mieux d'être à ma place aujourd'hui parce que je te dis, c'est un vrai, ce gars-là. Ah, là. ça ment pas, Mais ces Pat, oreilles-là. félicitations pour ta carrière Ben, que j'ai appris tantôt en jasant ben oui. en ligne. Puis vraiment fier, un Ben, gars de merci. Rimouski, là, dans le bout Ouais. de Rimouski. Là. Exact. Ben merci. Écoute, ça me touche bien gros, pour vrai, parce que moi, j'ai vu ta carrière. J'étais là au début également. J'ai regardé ça toute ma jeunesse. Puis, tu sais, t'as marqué la jeunesse de plusieurs personnes et t'as pas fini parce qu'on a une grosse nouvelle que tu vas nous dire pas cette semaine, mais dans ce show-là. Mais à la fin. On garde la nouvelle pour la OK, fin. on garde OK? on garde le punch Parce que pour je la veux fin. parler de ta carrière. Je veux parler comment tu as eu un impact sur la lutte, pas seulement québécoise, mais la lutte en général, tu sais, mondialement. Et tu as marqué une époque, tu as marqué la Les lutte années au complet, 80. les années 80, mais quand même, je veux dire, tu luttes encore. Le 30 mai dernier, tu as lutté encore. Puis, corrige-moi si je me trompe, tu es devenu le 3e lutteur avec la plus grande carrière. Ça fait 49 ans que Ça tu n'a même luttes. pas de bon sens. Puis même pas dans le propos qu'il y a là, moi je te réponds, au mois de mai l'année prochaine, j'organise un très, très, très gros show. Ça va être mes 50 ans que je fête dans le monde de la lutte, mais professionnellement, 50 ans. J'ai pas l'air de ça, j'espère, mais est-ce que quand je pense à ça, je me dis 50 ans. Hey, moi, je me souviens quand j'étais jeune, j'avais 12-13 ans, puis je voyais un bonhomme de 50 ans, je disais, il est vieux en tabarnak. Ah oui. Lui. Tu sais, quand j'étais jeune, Ah ouais, j'avais 10-12 ans. approche de là, là. Là, je suis dépassé. Je suis rendu à 66 ans. Mais tu sais, ça a passé comme ça. Hein? Puis oui, c'est le fun. C'est extraordinaire. Mais tu sais, je dois beaucoup, beaucoup, beaucoup à la famille. Tu sais, je dois beaucoup à... Tu sais, on est 4 générations. Ouais. Puis mon grand-oncle ADOG qui a commencé ça dans les années 45, 46, puis qui a fait la pluie puis le beau temps dans l'Amérique du Nord. Puis après ça, mon oncle Johnny qui est devenu l'idole des femmes, ça n'a même pas de bon sens. C'était comme un Maurice Richard, mais dans la lutte. Puis après ça, lui, il a emmené son frère qui était mon père, Jacques Rougeau Senior. Puis mon père, lui, c'était un vrai tough. Lui, t'aurais aimé ça rencontrer mon père. Tabarnak. Mon père, il était doorman au Mocambo. Tu sais. OK. C'est un club de nuit où que Chubby Checker, Tina Turner venaient chanter à Montréal dans les années 60, 70. Mais mon père était doorman. Puis tous les marins, ça venait de tous les bateaux. Ça faisait 25 jours qu'il était en mer, puis il n'avait pas vu une femme. Puis là, il arrivait au Mocambo, puis il buvait. Puis là, des fois, il y en a qui étaient déplacés. C'est mon père. Il est champion ouais, à Golden Gloves, mon père. Il était 6 pieds 4. Puis Un mon monsieur. père, puis mon père, c'était le gars le plus humble, tu ne vas pas prendre. Je ne sais pas ce qui est arrivé avec moi, mais en tout cas, lui, là, je te le dis, lui, ça a été le plus humble. Il était partout quand je l'ai lutté, même dans ma carrière, tu parlais des années 80, partout que j'ai été chanceux mondialement. À Crémont, on a fait le tour du monde, puis tout. Puis pendant 10 ans de temps, j'ai fait ça. Puis partout où j'allais, il y avait toujours des gars qui te ressemblaient avec des oreilles de même, puis que là, ils rentraient avec des toughs, là, des vrais toughs. Puis là, ils rentraient dans le vestiaire, puis là, ils venaient à moi, puis ils me disaient « Your dad... fucking tough guy, your dad. » Ah ouais, oui. Puis ça, c'était au Japon, c'était partout. Mon père, c'était un... En tout cas, tout ça pour te dire que j'ai été élevé par une belle famille, puis une famille qui était bien représentée au Québec. Puis nous autres, la 3e génération, moi, Raymond et mon frère Armand, qui en a fait un peu moins, mais qui en a fait beaucoup quand même. Dans les années, dans la semaine prochaine, si Dieu le veut, le dimanche matin. Ah ouais. Puis après ça, mes 3 fils l'ont fait aussi. Tu sais, fait que ça a été ma vie, toute la lutte, ça a été ma vie. Mais là. ça l'a encore. Écoute, 49 ans. Est-ce que tu te vois arrêter à un moment donné? Je dis, tu as 66 ans. La lutte, il y en a bien beaucoup qui vont dire, oui, mais tu sais, c'est Mais je vais te dire, stagé, peu importe. Mais ça reste que c'est Le extrêmement dernier combat que j'ai exigeant, fait, là, tu sais, Ben là, oui. il m'a donné une petite leçon. Là. Oui. Je me suis fait brasser pas mal là, pour ça. Tu sais. J'ai rencontré un individu qui était 6 pieds 7. J'étais dans un Royal Rumble, si tu veux, Ouais. là, que tu as 23 gars qui arrivent dans l'arène, un à chaque minute. Puis je suis arrivé 15e, puis lui est arrivé 16e.
Et puis, 275 livres à 6 pieds 7, mais pas de gras, là. Tu sais c'est quoi, là? Ouais. Tu sais, gars, toi, t'es quoi, 190, 200, là? Ah, 210. 210, OK. Mais tu vois, effectivement, 270, c'est un gars qui n'a pas de gras, là. Puis 6 pieds 7, d'après moi. Impressionnant. Puis s'il y a une histoire avec ça, on va y revenir tout à l'heure, c'était le fils du British Bulldog. Là, Ah ouais? Oui, OK. mais il y avait une rivalité qui s'est faite dans ce Ben combat-là. oui. On s'est amusé avec ça un peu. Sauf que la lutte n'est plus comme elle était. T'sais. Moi, j'étais smooth dans l'arène. Moi, j'étais un artiste. Ouais. On luttait 25 soirs collés par mois. Là, il fallait qu'on soit capable de lutter le lendemain. Là. C'est ça, là. Fait que c'était arrangé un peu. Là. Je veux dire, on dansait ensemble, mais ce gars-là qui était dans l'arène avec moi, lui, il arrivait du Japon. Puis au Japon, ça joue dur, ça joue rough, les coups portent. Puis là, à 66 ans, là, ça n'est moins un mois, 65 ans, j'étais embarqué dans l'arène. Puis toutes les choses que je faisais au quotidien avant, des gros coups de coude volants, des savates, des souplexes, des marteaux-pilons, puis je me suis amusé à faire ça. Puis quand j'étais embarqué dans l'autobus, m'enlever de Gatineau à Montréal, j'étais prêt à même marcher. Puis quand j'étais arrivé par orgueil, je me suis rendu jusqu'à Chersey dans ma roulotte. Ben, j'ai un Winnebago, là, parce qu'on était préconstruit dans la maison. Je suis dans le Winnebago. J'ai réussi de peine et misère à embarquer dans le Winnebago. Puis durant toute la nuit, ma femme était à côté de moi. Puis tu sais, moi, j'ai à cause de la prostate qui était un peu maganée, là, à mon âge. J'étais obligé de me lever souvent dans la nuit. Puis là, il n'y a pas question. Là, fait, je me tournais sur le côté, puis elle m'emmenait un pot. Là, puis là, le lendemain matin, il plisse mon orgueil. Puis là, j'ai appelé l'ambulance. Là, je suis parti à l'hôpital à Joliette. Puis là, finalement, j'étais content parce que c'était pas mon coccyx, c'était pas ma hanche. Je pensais qu'il m'avait cassé la hanche. Mon coccyx, c'était mon nerf sciatique. Fait que là, de ça fait une couple de semaines. Puis là, c'est à peu près 9 sur 10. J'ai encore des petites douleurs. Tout ça pour te dire, Pat, que mon corps me parle. J'ai plus 20 ans. À un moment donné, c'est ça. J'ai Parce plus que, 20 ans. tu sais, dans les bonnes années, tu disais aussi, tu sais, oui, tu parlais de ma carrière, mais nous autres, tu sais, mettons, les combattants professionnels, on se bat 2-3 fois par année. Mais vous autres, c'est des soirs collés. Vous êtes tout le temps sur la route. Vous étiez tout le temps sur la route. À tous les soirs, vous montiez dans le ring. Puis c'est exigeant pour le corps. Bien beau dire que c'est scénarisé ou peu importe. Il reste que le spectacle. C'est une chorégraphie. Il faut quand même que tu sois un athlète. Il ne faut pas s'enlever le côté athlétique. Il ne faut pas s'enlever de ça. Mais par contre, c'était plus facile ce qu'on faisait que ce que tu faisais. Ah, je sais pas. J'aurais pas changé de botte avec toi, je peux te dire ça. J'avais pas ça dans le corps. Mais en tout cas, ça a été c'est spécial. Puis là, au mois de mai l'année prochaine, j'organise quelque chose de majeur. Écoute, j'ai fait mon Lutte Academy pendant 3 ans. Ouais. Je faisais venir tous les lutteurs d'un peu partout au Canada. Puis les gagnants s'en allaient aux États-Unis, puis s'en allaient au Mexique pour 1 mois de training. Puis c'était tout fait comme une télé-réalité. Il y avait des juges sur le bord de l'arène. Mon frère Raymond était juge. Il y avait Gino Brito était juge. Il y avait une couple de lutteurs. Puis ils les jugeaient. Autrement dit, c'était pas qui gagne, qui perd un combat. Il y avait une prestation, puis c'est celle qui avait le plus de charisme, celle qui avait le plus d'interaction, celle qui avait les plus beaux moves, celle qui avait la plus belle entrevue avant de rentrer dans la ring. Oui, tout le mais eux autres, ces gars-là, c'est tous ceux que j'ai fait venir du Canada, c'était un petit peu comme dans le hockey, dans la ligne junior majeure du Québec, juste avant d'arriver dans la ligne nationale. Ils ont juste pas été à la bonne place ou au bon moment, ils n'ont pas connu la bonne personne, mais ils sont talentueux à mort. Fait que je les ai fait venir à Montréal. Puis pendant 3 ans de temps, j'ai fait ça à Lutte Academy. Puis au mois de mai l'année prochaine, c'est une exclusivité que je te donne. Hein? L'année prochaine, au mois de mai, j'appelle ça la réunion. Mon 50 ans dans la lutte professionnelle, la réunion de Lutte Academy de Jacques Rougeau. Puis ça va se faire à Leonardo da Vinci. Fait que préparez-vous, d'ici une semaine, les billets vont se vendre pour 8 mois d'avance. Wow. Il y a juste 527 billets. J'en ai déjà 120 qui sont en attente. Du monde que j'ai parlé de même. Mais vous allez pouvoir aller réserver. Mais ça va être tellement le fun parce que cette année, contrairement à un voyage qui gagnait les gagnants, puis que, tu sais, les gagnants gagnaient chacun 10 000 $. Il y avait 4 gagnants de 10 000 $. Pour eux autres, qui sont habitués de faire 150 $ par combat, tu sais, gagner un run de même 10 000, puis c'était prestigieux, plus aller au Mexique, puis plus aller pour QT Marshall au Nightmare Factory. Cette année, ça va être différent au mois de mai. Ça va être au lieu de... Parce que il y avait 4 gagnants sur 40 participants qui venaient de partout du Canada, là. Toutes les provinces, ça venait de partout. Cette année, au mois de mai, je dis cette année, c'est l'année prochaine, au mois de mai, l'année prochaine, au mois de mai, il n'y a pas de prix à gagner. Je paye tout leur avion, je paye toutes leurs dépenses, je paye leur hôtel, leur nourriture, puis tout. Mais il va y avoir minimum 2, puis je travaille sur 3, des scouts, des recruteurs. Okay. Puis j'ai un recruteur du Japon qui s'en vient au show lui-même. Moi, il paye l'avion. Fait que là, il va voir les 40 talents
pour recruter. Un peu comme un recruteur dans le hockey, là, tu sais, qui s'en va dans les arénas et qui cherche du talent. Là. Puis après ça, il va y avoir un gars du Mexique aussi, Rodrigo, qui va être peut-être tu connais le recruteur du Japon, c'est Sonny Ono. Sonny Ono, c'est un gérant, puis un lutteur. Il y a tous les gérants. Il a été dans WWE. OK, ouais, peut-être de vue. Ouais, mais en tout cas, fait que longue histoire courte, fait que ces deux gars-là ont confirmé déjà. Puis là, je vais demander à QT, quand je vais lui parler, mec, qu'on aille au Centre Bell. En tout cas, je vais lui demander à QT s'il veut être lui aussi recruteur pour la AEW. Okay. Donc, mes 40 talents, ils vont venir faire leur show. Toutes les dépenses vont être payées, plus qu'ils vont être payés leur salaire, qui n'était pas payé il y a 3 ans. Parce que l'année il y a 3 ans, c'était tu viens, tu gagnes, tu fais 10 000. Mais si tu viens et tu perds, tu gagnes rien. Ouais. Mais tu as de l'exposure, puis tu sais, de faire la main. Cette année, je paye toutes les dépenses, je paye leur salaire, je paye tout, puis je leur amène 3 recruteurs de 3 pays différents qui vont venir regarder leur. Fait que ça, c'est pour moi, c'est. Je sais pas comment t'expliquer ça. Là. Je comprends. C'est une passion pour moi. Là, c'est exactement là où je m'en allais. T'sais, on t'entend parler de la lutte. C'est plus qu'une passion, là. C'est ta vie. C'est comme quasiment une obsession. Je pense là, que je suis autiste. Non, mais je pense que je suis autiste. Quand je commence à parler de lutte, on dirait que je tombe dans une bulle, puis il n'y a plus rien qui compte sur la planète. Là. Puis à quel point il y a encore de l'engouement pour la lutte? Tu disais qu'il va y avoir 40 talents. À quel point il y a de l'engouement pour une relève? C'est fort, parce que là, tu as la WWE qui ont des écoles un peu partout. Tu as la AEW qui, justement, compétitionne avec la WWE mondialement. Après ça, tu as TNA. Après ça, tu as Maple Leaf Wrestling. En arrière, là, écoute, ça prend de la relève. Puis, je vais dire comme l'histoire, c'est le fun d'être nostalgique puis de revoir les mêmes talents, mais c'est le fun d'en voir des nouveaux apparaître. Tu sais, avec du nouveau contenu. Tu sais, tu vois un personnage qui rentre puis qui est nouveau, puis là, c'est wow! Tu sais, c'est différent. Je l'aime, ce personnage-là. Ça en prend de ça. Puis, comme je te disais, il y a tellement de talents au Canada, écoute, qui n'ont pas eu la chance d'être vus. Ouais. Mais moi, je te le dis, si jamais, Pat, je te le dis, je te suggère, si tu viens à Leonardo da Vinci l'année prochaine, au mois de mai, puis tu viens voir le talent, tu vas penser que tu es dans une ligue professionnelle mondiale. C'est tous les meilleurs de chaque province, partout, que j'ai été les voir, j'ai été les regarder, j'ai été vu travailler. Puis je me suis dit, man, t'es aussi bon que moi, là. T'es aussi bon que j'étais, là. C'est juste parce que t'as pas connu la bonne personne, t'as pas été à la bonne place au bon moment. Mais viens, puis viens montrer ça à Montréal, ça va être extraordinaire. Là. Tu viens d'une famille de lutteurs. Tu as fait tes débuts quand même professionnels dans le WWF avec ton frère, Raymond Rougeau, avec les Fabulous Rougeaus. Oui. Comment vous êtes ramassés là? 2 Québécois dans une organisation américaine. C'est eux autres qui sont venus nous chercher vraiment. Vince McMahon, c'était un génie dans ce temps-là, puis c'était un gars qui allait recruter justement. Ce que je fais, mon Lutte Academy-là, moi, je vais dans toutes les provinces recruter les meilleurs. Lui, Vince McMahon, l'a fait à travers du monde. Okay. Il allait voir toutes les. Puis il avait des territoires. Hey, tu peux être dans l'Alabama, il y avait des territoires. Tu peux être dans Kansas City, tu peux être dans Tennessee. Il y avait des territoires partout. Dans ce temps-là, tu sais, je veux dire, il y avait comme une espèce de. Peut-être de racisme, de langage, peu importe, vous étiez des French Canadians. On peut parler de ça plus tard. Ouais, c'est ça. mais pour arriver, tu sais, tu es un Québécois, sais. Mais par contre, il faut quand même donner crédit où ce que crédit est dû. Puis Vince McMahon, il a parti d'une fédération, il y avait l'argent. Ça prend de l'argent pour faire ça. Puis il y avait l'argent, et puis il est allé chercher tous les meilleurs de toutes les fédérations. Puis quand il a cogné au Québec, il a dit, les meilleurs, le monde disait au Québec, c'était les Rougeaux. Fait que là, il est venu chercher les Rougeaux, c'est de même que c'est arrivé. On a trouvé chemin là-bas, puis après ça, écoute, on parlait de ça tout à l'heure en ligne, avant le show, tu parlais de Coco Beware, Hacksaw Jim Duggan, les gars que j'étais avec, puis tout, mais Jake the Snake, puis des gars-là, Macho Man, oh yeah! C'était un air dans ce temps-là que ça, c'était tous des lutteurs qui venaient de différents territoires que Vince a ramassé puis a dit « Vous en venez pour moi ». Puis il y avait la grosse machine en marketing. C'est fou comment il y avait la grosse machine. Un dimanche matin, c'était une religion. Là. On se levait le matin, puis les autres de ma génération, les jeunes de ma génération, on se levait le matin à 10 h, on regardait la lutte, puis c'était une religion. Là. Mais toi, tu parles-tu de la lutte de la lutte avec Édouard Carpentier qui disait « La semaine prochaine, si Dieu le veut » ou après la WWE? Je pense que c'est après. Là. OK, moi, il faut que je fasse attention, parce que je suis vieux. Faut que je vois dans quelle époque que tu étais. T'as quoi, toi? T'as 40 ans, là? 46. OK, c'est ça. Fait que t'es une couple de générations, une couple de décennies avant moi, toi. Exact. Mais ça a duré une dizaine d'années, ton frère et toi, dans le WWF. Ouais. Moi, vraiment, ça a duré 4 ans. 4 ans. Puis après, Raymond est devenu commentateur pendant 17 ans de temps. Quand même. En Europe.
puis au Québec. Là, Puis moi, j'ai continué après en solo, puis en équipe aussi, j'ai refait En d'autres, solo, d'autres en 91, tu as fait un personnage incroyable, de ce Mountie, personnage. Incroyable. police montée, avec Incroyable. son bâton Mon électrique. bâton, incroyable. Ça, ce c'est un méchant, personnage-là. ça. Ah, c'était incroyable. ce personnage-là. C'est un méchant, ça. Tu me fais jouir sur place quand tu parles. Si je pouvais te conter les affaires, les anecdotes qui est arrivées avec ce personnage-là. Juste, excuse-moi, juste ma première vignette que j'ai faite quand je suis rentré comme de Mountie. Tu sais, dans ce temps-là, j'avais changé de personnage. J'étais les fabuleux frères Rouget avec mon frère Raymond. Ouais. Puis là, j'ai pris une année sabbatique. Puis là, je suis revenu après à Mountie. C'est Vince McMahon encore là. Lui, il avait une grosse police américaine qui s'appelait Big Boss Man. Puis, puis là, il voulait mettre une rivalité entre police canadienne puis américaine. Fait qu'il est arrivé avec mon personnage de Mountie. Avant que j'arrive dans l'arène puis dans tous les arénas du monde, ils font comme 5-6 semaines de temps à toutes les émissions, partout sur la planète. Ils montent une petite vignette d'1 minute et demie. C'est quelque chose qui présente le personnage qui s'en vient, un teaser, si tu veux. Tu sais, comme, fait que là, t'avais Mean Gene Okerlund, puis t'avais Jesse The Body Ventura qui faisait un commentateur, puis là, il disait « Well, you know, Mean Gene coming to the WWF soon as the Mountie from Canada. » Puis là, il nous présentait sur l'écran géant de même. Puis ma première vignette, là, Pat, c'était hallucinant. J'étais assis sur mon cheval, là. Puis là, j'étais à Montebello, ici. Tu sais, à Montebello, j'étais assis sur mon cheval. Il avait amené toutes les caméras, puis les trucks. Puis là, j'étais assis. Puis là, il y a un char qui arrive à côté de moi. Puis c'est un Américain qui est avec sa blonde, mais il est perdu. Il veut s'en retourner aux États-Unis. Fait que là, le jeune arrête à côté de moi. Ça, c'est le scénario. Moi, c'est le scénario. Là, je suis sur mon cheval comme ça, puis je suis arrogant. J'ai une face arrogante. Puis là, le gars, il arrête à côté de moi, il dit « Excuse me, officer. Excuse me, officer. » Puis là, je le regarde en bas de mon cheval. Je dis « I'm not an officer, I'm the Mountie. » Fait que là, lui, il est là, puis il capote. Puis là, il regarde sa blonde à côté, il jeune empoigné les allées, là. Fait que là, il regarde, il dit « Excusez, monsieur le Mountie. » Il dit « On est perdu, on aimerait ça se retourner aux États-Unis. Tu pourrais-tu nous montrer comment retourner? » Puis là, tranquillement, je débarque de mon cheval. Puis là, j'arrive à côté de chose. Je dis « Viens, certes. » Fait que là, il est là, il ne sait pas s'il voulait débarquer ou non. Sa blonde dit « Ah ouais, il débarque. » Fait que là, il débarque à côté de moi. Je l'emmène en avant de mon cheval. Puis je prends la tête de mon cheval comme ça. Puis je lève la tête de mon cheval comme ça dans la caméra. J'ai dit, tu vois ce bout-là de mon cheval? J'y pointe toujours vers le Canada. Je viens sept. Puis là, je l'emmène à l'autre bout. Puis là, je lève la queue du cheval. Puis la caméra est en plein dans le bang du cheval. Puis là, je dis, tu vois ce bout-là de mon cheval? Il pointe toujours vers les États-Unis. Puis là, le gars, il saute dans son char, puis il spinne des roues, puis il sac son camp. Ils ont montré ça pendant 4-5 semaines de temps avant que j'arrive partout. Écoute, quand je suis arrivé à Nassau Coliseum, puis à Philadelphie... Tu vas te faire haïr. Haïr? Haïr, t'es gentil! Ouais. Je me suis fait pitcher des roches, puis quand je débarquais de char... Puis tu sais, c'était comme les joueurs de hockey, on arrivait dans une grosse aréna de 20-25 000 personnes. Ouais. Puis là, il y a toujours une descente, les autos, pour rentrer, pour parker, pour rentrer... Moi, j'arrivais dans la descente, débarquer de char, puis il y avait du monde qui attendait de bonne heure l'après-midi, les vrais groupies, là, tu sais, les vrais fans. Puis je te jure, il me faisait lancer des roches puis des pierres. Puis à un moment donné, j'ai été quasiment un mois, ce qu'il fallait que je me fasse aller chercher à l'hôtel, le premier mois, que je me faisais aller chercher par un char de police, puis je me faisais rentrer où j'avais quelqu'un qui m'embarquait puis qui me rentrait dans le sous-sol parce que j'étais trop menacé, puis j'étais trop... Écoute, ça a bien fonctionné. Ils n'ont pas de sens d'humour, les Américains. Non, ben c'est ça. Ils sont patriotiques. Ben, beaucoup. Non! Un peu. Là, ben écoute! fait que quand tu m'allumes, quand tu me parles de ce personnage-là, là, c'est comme wow! Quand même eu du succès, t'as gagné le championnat intercontinental avec ça, contre Bret Hart. Puis mon gros match, c'était contre Big Boss Man au Madison Square Garden, là, où le perdant passait la nuit en prison. Là. OK. Ça, écoute, la police américaine, la police canadienne, puis là, celle qui perdait le combat, il y avait le wagon qui venait nous chercher au 5e étage, ceux qui jouent les Rangers de New York. Là, il y avait le wagon qui montait jusqu'en haut, en arrière d'un coulisses, puis là, les polices pognaient le perdant, puis j'étais dans le camion, puis on s'en allait passer la nuit en prison. Ça, là, si tu vas voir ça sur YouTube, là, Jailhouse Match, Big Boss Match, tu vas halluciner comment est-ce que le script était bon puis comment est-ce que c'était bien fait. Pas tant le match était correct, mais c'est le script après. Parce que moi, j'étais la finale juste avant Hulk Hogan, j'étais le match juste avant, le plus important. Mais ils m'ont fait passer deuxième dans la soirée.
Parce qu'après chaque match dans la soirée, Mean Gene puis Jesse ils étaient là de même. Well, Mean Gene, let's go back to the New York Priest and see how the Mounties doing. Puis là, il faisait des. Il allait voir. Puis là, il y avait. Parce que je prenais mes empreintes, il y avait ce qui prenait ma photo. Puis il y avait des sketchs à chaque fois, entre chaque combat. Écoute, va voir ça, le Jailhouse Match, tu vas triper d'aplomb. C'est ça, jusqu'à quel point cette machine-là était bien huilée au niveau des scénarios, au niveau que ça fonctionnait quasiment tout le temps. Il fallait qu'il y ait quand même une confiance aux athlètes quand même qui suivent. Parce que j'imagine, je ne veux pas te nommer de nom, mais j'imagine que dans ta carrière, il y en a qui n'ont sûrement pas suivi le scénario à 100%. C'est arrivé. Mais je vais te dire aussi qu'il y avait tous les contacts. Tu sais, pour arriver pour faire un match de lutte où ce que tu passes la nuit en prison avec les prisonniers, il fallait que ce soit solide avec la police de New York. Là, dans le temps, Vince McMahon avait tous les contacts. C'était incroyable. Puis quand il faut se rappeler aussi que on est arrivé dans les bonnes années. Moi, vraiment, on est arrivé en 85. Et puis, je pense en 86 qu'il y a eu WrestleMania 3 au Pontiac Silverdome à Michigan. 94 000 personnes. Écoute, là, on se parle de 94 000 personnes dans un amphithéâtre qui est fermé. Là. C'est un record mondial dans le temps. Ça, c'était impensable pour qu'il ait fait ça, là, la promotion de ça. Mais c'est pareil comme si tu prenais 5 centres belles puis tu les mettais un dans l'autre. Puis c'était vu sur télé à la carte pay-per-view à travers du monde aussi. Fait que c'est un... Puis je ne sais pas si tu t'en souviens, c'était Hulk Hogan contre le géant Jean Ferré. C'était la finale. Ouais. Mais écoute, monter ce scénario-là, puis monter cette envergure-là, Vince McMahon, c'est un génie de marketing. Là. Mais tu sais, il y a eu WrestleMania à Las Vegas, le dernier. Sur 2 jours, il y a eu 120 000 personnes qui ont été voir ça. C'est malade, hein? Comment ça se fait que la lutte, encore aujourd'hui, s'est remplie à pleine capacité encore? Je pense que ça va être de plus en plus populaire aussi, parce que dans les années 70, 80, quand j'ai commencé ma carrière, t'essayais de faire croire au monde que c'était vrai des fois. Tu sais que c'était vrai, la lutte. Quelqu'un disait, hey, la lutte s'est arrangée, tu te fâchais. Tu dis, ben ouais, mais t'embarques dans l'arène, tu vois, c'est pas mal. On protégeait la business dans ce sens-là. Aujourd'hui, le monde savent que c'est comme si tu vas au cinéma. C'est comme un film. Moi, j'embarque dans un film, puis je regarde un film, puis je vois les affaires dans un film. J'embarque comme un malade, mais je sais que c'est pas vrai, mais je m'arrête pas à ça. Parce que ça n'insulte pas mon intelligence. Je le sais que c'est comme ça. Je le sais que c'est arrangé. Fait que quand tu sais que c'est arrangé, que tu sais que c'est un scénario, bien là, t'embarques dedans parce que ton intelligence n'est pas offusquée. Tu sais, t'es pas mais des fois, tu vois les athlètes faire des affaires incroyables. Je vais toujours me rappeler du match de la cage, Mankind qui avait sauté avec Donald Baker. Ça, c'est donner son corps à la société. Ben, c'est ça. Je veux dire, ça a bien beau être scénarisé. À un moment donné, non. Regarde, écoute, il y a des gars qui s'en vont. Mais tu sais, t'as toutes sortes de gars qui sont reconnus dans la lutte. Je vous rappelle qu'il y a toujours 2 façons de suivre les contenus de KO Sport, soit en s'abonnant au ko-sport.tv. Vous avez droit à différentes primeurs, des offres spéciales, des rencontres avec les animateurs de la station. Sinon, vous pouvez toujours nous suivre sur YouTube. Alors, abonnez-vous à notre chaîne. À bientôt! Il y en a qui sont reconnus par leur costume. Il y en a qui sont reconnus par leur flair. Il y en a qui sont reconnus par leur habileté dans l'arène. Il y en a qui sont reconnus par leur gimmick, par leur personnage. Puis il y en a d'autres qui sont reconnus, bien, ils se demandent, il faut qu'ils se trouvent une place pour se faire reconnaître. Fait que lui, Mankind, c'est un gars qui s'est dit, bien, moi, je vais aller à l'extrême, puis je vais manquer de me tuer à chaque fois. Puis le monde va se rappeler de moi. Ça va être ma manière de me marketer. C'était sa manière à lui de se marketer. Mais il y en a toutes sortes. Puis même quand il a fait Mick Foley, après, c'était un personnage assez bizarre, puis ça a marché quand même. C'est un personnage formidable, puis c'est un gars tellement gentil. Quand tu le rencontres en personne, tellement fin. Mais aujourd'hui, par contre, il paye le prix de sa carrière. Quand je le rencontre, là, il y a de la misère à grouiller. Il y a de la misère à grouiller, là. Puis, mais c'est le prix que tu payes. Mais tu sais, je suis certain qu'il ne le regrette pas, parce que c'était sa passion à lui aussi, puis il se faisait reconnaître par ça, puis ça a été son gros break. Puis... Je veux que tu me parles de Quebecers que tu as fait avec... Vous avez été triple champion du monde quand même, avec Pierre Ouellet. Oui, incroyable. À quel point ce succès-là est arrivé rapidement puis que vous êtes fait reconnaître rapidement comme étant une des meilleures équipes de l'histoire de la lutte? Bien, on a été chanceux, mais on fait notre chance. Autrement dit... Non, c'est ça. Moi, je crois pas à la chance. Ce que je veux, c'est ça. Hein? On fait notre chance dans la vie. Puis, je sortais d'une run de 4 ans avec mon frère Raymond on a séduit le monde de la lutte à travers du monde entier. 2 ans comme des bons, 2 ans comme des vilains avec Jimmy Hart. Après ça, je suis revenu comme le Mountie.
Et puis, j'ai eu la chance Un de bon séduire le monde encore une fois, mais d'un autre personnage qui était un réussi encore. Fait que quand j'ai appelé Vince McMahon de chez nous, puis j'ai dit, hey, j'ai un partenaire que j'aimerais ramener avec moi, je pense que j'ai trouvé ma place là, avec un partenaire, puis j'ai dit, on va faire de quoi de différent. Puis il a même pas demandé une vidéo, rien. Il a dit... T'as fait confiance. Il a dit, Jacques, il dit, je pense qu'il est bon, ce gars-là. J'ai dit, oui, je pense que je suis capable de l'amener, puis je pense qu'il est très bon, puis il va amener quelque chose que moi, j'ai pas. Puis on va avoir une complicité ensemble, parce que puis il est un peu kamikaze, ce gars-là. Tu sais, lui, il fait des affaires d'un peu comme Mankind, puis tout ça. Puis moi, puis c'est un Québécois, fait que, tu sais, deux Québécois ensemble, puis je sais comment ces Québécois sont aimés au monde. Ouais. En tout cas, les Québécois, je dis toujours. Écoute, il faut que je te dise, cette joke-là, ça me pose en tête. C'est quand je parle à du monde dans différentes disciplines, je dis, puis surtout les Américains. Là, je dis, hey, je savais comment est-ce qu'on est aimés, les Québécois. J'ai dit, les Américains nous aiment pas. J'ai dit, les Canadiens nous aiment pas. Puis les Québécois anglais nous aiment pas. Ah non, c'est quelque chose. Mais ça pour dire qu'on a une chaleur instante, les Québécois. Je sais pas pourquoi à travers du monde, c'est comme ça. Puis même il y a des joueurs de hockey qui pourraient te conter des histoires de même aussi, je suis sûr. Puis peut-être toi aussi, tu pourrais conter des histoires parce que t'étais Québécois. Tu sais, quand on est arrivé à l'UFC, Georges Saint-Pierre et moi, en 2004, les Américains disaient, si on perd contre des Canadiens français, on va se suicider. C'était exactement ça. Leur mot. Pourquoi, je sais pas. Moi, j'inventais rien. C'est fou, hein? Eux autres pensent qu'on était genre des... Ça doit être de la faute à mon père. Des flèches, des ceintures fléchées. On a évolué un peu. Mais c'est pour ça que je te demandais ça tantôt. Mais on est une société distincte au Québec. Ouais. On est vraiment un peuple différent. Tu me demandes comment le décrire, je suis pas capable. Mais je t'écoute parler, puis j'écoute parler les joueurs de hockey des fois, qui étaient québécois, puis j'écoute des lutteurs, nous autres, comme moi, Martin Raymond, qui justement... Écoute, c'est impensable. Il faut pas aller sur ce chemin-là, là, mais tu sais, les Québécois au Hall of Fame, là, dans WWF, il n'y en a pas bien. Mais tous les gars qu'on a travaillé avec, je parle des séries de 4-5 mois, 6 mois de temps à travers du monde, sont toutes là. Mais tu sais, ça prend 2 pour danser quand tu es dans le combat 1 contre 1, puis ça prend 4 pour danser quand tu es 2 contre 2. Ouais. Tu peux pas danser tout seul. Puis tu sais, je trouvais qu'il y avait du prejudice, tu sais, comment on dit ça en français? Du favoritisme. Du favoritisme, tu sais. Il y a beaucoup de favoritisme. Puis... à quel point c'est... Je pense que le monde ne réalise pas à quel point c'est énorme comme Canadien français, comme Québécois, qu'est-ce que vous avez réussi à faire. De vous imposer dans une organisation américaine comme ça, surtout nager contre le courant. Surtout dans les années 80 avec ton frère. Oui. Je veux dire, vous n'étiez pas les bienvenus. Puis écoute, moi te conter quelque chose qui était vraiment quelque chose que je suis fier d'un côté. Moi et Raymond, quand on est arrivé dans le WWF, on est arrivé comme des bons. Moi et Raymond. Ouais. Puis partout ce qu'on allait aux États-Unis, partout, c'était là, I'm from Montreal. Puis là, tout de suite, quand il disait I'm from Montreal, le monde, c'était beau. Ouais. Puis là, finalement, on était établis comme des bons, mais on était contre des méchants qui étaient reconnus comme des méchants. Fait que c'était pas beau, c'était comme, all right. Puis là, on embarquait dans le ring, moi et Raymond, puis on commençait le match. Puis là, ils nous voyaient aller. Puis là, les matchs duraient 20-25 minutes. Puis là, rendu après 10-15 minutes, on avait le monde de même. Puis rendu à la fin, on avait le monde debout. Puis là, quand on gagnait le match, ils capotaient, le monde, on était des héros. Mais là, le joke, tout 2 mois après, on revenait dans la même ville. From Montreal. Puis là, hey, on arrivait dans le ring, nous autres, on s'attendait, moi et Raymond, pour être... Une ovation. Puis le monde, c'était comme... Fait que c'était une bataille constante d'essayer de se faire aimer. Alors, c'est pour ça. Mais à toutes les fois qu'on finissait le combat, on avait la foule debout. On les gagnait à chaque fois, mais il fallait les gagner à chaque fois. C'était jamais acquis. C'est pour ça que Vince McMahon, il l'a vu, lui. Puis il a dit, hey, les gars, on va vous revirer vilain. Puis il dit, là, vous allez voir, on va faire de l'argent avec vous autres. Puis comme de fait, là, on arrivait avec le petit drapeau américain. Puis, hey, on a déménagé à Memphis. Puis on aimerait vous souhaiter une joyeuse fête, mettons, de Thanksgiving. Mais c'était pas la bonne fête nationale. Puis là, on était là, hey, my name is Jacques. Hey, I'm Raymond. On avait 2 nerds, là, tu sais. Mais puis là, on insultait leur fête nationale. Puis tout, mais on disait, on vous aime, les Américains. On vous aime. Puis c'était tellement pas vrai dans notre face quand on le disait que les autres étaient frustrés. Là. Puis ça a pogné au bout. Puis ça a été un personnage ça, qui était incroyable. Puis tu sais, ce qui est le fun de ces personnages-là, quand je pense du Mountie, puis je pense de tout ça, les Fabuleux Frères Rougeau, si tu prends les 10 chansons les plus historiques dans WWF, j'ai 2 chansons là-dedans. Ouais.
Celle We don't like heavy metal, we don't like rock and roll. All we like to listen to is Barry Manilow. Hey, we're all American. Celle-là, là, Jimmy Hart l'a écrit pour nous autres, puis on a un refrain qu'on chante en français, moi puis Raymond là-dedans. Puis après ça, l'autre, I'm the Mountie, I'm handsome, I'm brave, I'm strong. I'm the Mountie, and I enforce the law. Mais c'est moi qui chante dans le show. Mais ces deux chansons-là, si tu vas sur le palmarès, sont là dans les top 10. Wow. Bien, ça, c'est quelque chose. Puis quand je vais dans les Comic-Con aujourd'hui avec Raymond, que je viens tout seul, c'est fou, le monde, là. C'est des milliers de personnes qui viennent nous voir dans la journée. Puis, je te jure, là, mettons, si je vois 1000 personnes dans la journée, là, il y en a au moins 10 qui s'en viennent voir. I'm the Mountie! Puis ils chantent la chanson. Mais tu vas dire, c'est pas gros 10, mais c'est gros. Ben. C'est gros, 10 personnes à différents temps de ta journée qui s'en viennent te voir et qui rechantent ta chanson qui était thème pour rentrer. Elle a marqué, là, tu sais. Non, c'était les bonnes années. C'était le fun. C'était le bon temps. On va en parler tout de suite. Là. Tu disais, tantôt peut-être qu'il y a eu du favoritisme. Parlons du Temple de la Renommée. Qui est peut-être un... comment je peux dire ça? C'est quelque chose qui, c'est politique. Qui accroche. C'est politique. On s'est aperçu de ça, moi et Raymond, puis on s'est les fait dire par beaucoup de monde. Jacques, arrête de t'en faire. T'es pas dans le Temple de la Renommée. T'es là, ça fait longtemps. Vous êtes là, tu et ton frère, ça fait longtemps. Mais c'est une question de reconnaissance aussi. Mais c'est parce que c'est aussi très politique. Autrement dit, il y a des gars qui se font rentrer dans le Hall of Fame, souvent, parce que WrestleMania est dans leur ville, mettons. Okay. Fait que là, ils veulent avoir une appartenance. Fait que là, ils vont aller chercher quelqu'un qui est dans... La plupart du monde qui sont dans le Hall of Fame méritent d'être là. Mais il y en a quelques-uns que je pourrais passer sur la liste. Ouais. Puis je me dis, hey! Il semble que moi, vraiment, moi, je devrais passer avant ça, là, tu sais. On avait notre place. Oui, on avait notre place. Puis comme je te dis, écoute, puis tu sais, il y a une affaire que j'avais un goût amer très, très, très longtemps. Tu sais, très longtemps. Parce que j'ai tellement donné, j'ai tellement travaillé fort. Puis là, plus là. Il y a des choses qui se passent. Comme là, l'année passée, on a été reconnus l'hiver passé en Europe, au Hall of Fame. Le Benville Hall of Fame, qui est le plus gros en Europe. On est rentré au Hall of Fame cette année. Ça, c'était un velours. C'était comme, hey, les Européens nous rentraient dans le Hall of Fame. Tout avant, ici, là, tu sais. Puis là, écoute, il y a des belles choses qui arrivent aussi. Tu sais, comme là, au Centre Bell, là, qui s'en vient. Là. Je sais pas si tu vas en parler. On va finir avec ça, parce que moi, c'est une grosse nouvelle. Parce que j'ai pas fini, parce qu'il y a des choses qui ont marqué, justement, ta carrière. Puis je veux qu'on parle du 11 avril 1997. Oh my God! Un moment incroyable pour la lutte ici au Québec, au Centre Molson, lorsque tu as battu Hulk Hogan, qui est... incroyable quand on fait juste penser à ça. Hulk Hogan, surtout dans ce temps-là. NWO, il était champion WBO. Non, excuse-moi. NWO, WCW. C'est ça, WCW. Puis il était dans son plus gros personnage depuis longtemps. Il était avec Diesel, Razor Ramon. Il était avec tous les gros. Puis c'était tellement fort, la NWO. Il était rendu un méchant aussi. Il était rendu un méchant. Puis, mais c'est pas juste ça. C'est que tu regardes la map de sa carrière. De ses 30 ans de carrière, se faire piner 1, 2, 3 dans le milieu de la main, là, sans se servir d'une chaise ou sans se servir de rien, là, tu sais. Un clean pin. C'est ça. Il y en a 5 qui l'ont fait dans 30 ans. Puis je fais partie d'un de ces 5-là. C'est irréaliste. Mais quand tu regardes, c'est comme ça, mais Hulk m'adorait. Hulk puis moi, ça a cliqué. Ben c'est ça, il a fallu qu'il y ait un accord entre les deux. Là. C'est lui qui a décidé tout. C'est pas moi, j'ai pas un mot à dire, c'est lui. Mais j'ai fait des bonnes choses pour lui. Puis, tu sais, entre autres, là, je vais te dire un moment qui était très, très épique pour moi. À un moment donné, moi et Raymond, ils nous ont mis premier match. On était dans une ville aux États-Unis, je me souviens pas. Ils nous ont mis premier match. Puis Hulk était en finale. Puis quand on a sorti notre match, écoute, on avait reviré la place à l'envers. Je te dis, à l'envers. Puis c'était fou, lui, Hulk entendait ça. Puis Hulk est venu me voir, puis tu sais, pendant 10 ans de temps, là, moi, j'ai ouvert ses shows à Hulk, là. Puis il est venu me voir cette fois-là, carrément, puis il m'a dit, il dit, Jacques, il faut que je te dise quelque chose. Il dit, dans la lutte, là, il dit, le monde pense que le combat le plus important de la soirée, c'est la finale. Mais il dit, le combat le plus important de la soirée, c'est le premier. Parce qu'il dit, si tu pars la foule du bon pied, après ça là, va juste monter. Le monde s'embarque, puis tout. Puis
toi et ton frère, tu fais tellement de bel job. Il dit je sais que tu ne vas pas entendre ça, Jacques, parce que tu aimes ça monter les échelons, mais j'aimerais ça que tu sois mon premier match à tous les soirs. C'est un beau compliment. Puis c'est un beau compliment. Ouais. Puis après ça, un autre compliment que j'ai eu aussi, puis j'étais content, parce que souvent, Hulk était annoncé la finale de la soirée, évidemment, mais il y avait une apparition à faire le lendemain dans une autre ville ou quelque chose. Fait qu'il le mettait 4e sur 9 matchs dans la soirée. Il passait juste avant l'intermission parce qu'il fallait qu'il prenne un avion pour s'en aller dans l'autre ville. Okay. Puis Hulk, il demandait toujours à l'agent, est-ce que vous pouvez mettre les rougeaux à ma place à la fin? Parce que je sais que la soirée va bien finir. Puis, tu sais, fait qu'il appréciait notre travail. Il appréciait le fait que moi et Raymond, on était toujours à l'heure. On avait un rendez-vous à 1h, on était là à 12h30. On était toujours bien habillés, toujours propres. On n'allait pas dans les clubs, on sortait pas. On n'allait pas aux danseuses, on prenait pas de drogue. On était des exemples pour l'accompagner. Puis Hulk était fier de ça. Ouais. Puis quand il est arrivé l'affaire justement de Tom Billington, l'affaire des Bulldogs, où je passe ça vite à travers de ça, juste en 2 mots, c'est qu'il y avait une équipe qui était vraiment des bullies. Tu connais ça, des bullies? Les British Bulldogs. Oui. Ah, non, ouais. mais des bullies, tu sais, des font de l'intimidation. C'est ça, mais pas juste dans le ring, à l'extérieur aussi. Dans le vestiaire, dans la partout. coulisse. Ouais. Non, puis c'était des vrais toughs. Tom Billington, c'était un batailleur de rue, un chien, un batailleur de rue, je te le dis, là. Mais il était aussi révolté de la vie. Il avait le complexe du petit homme. Parce qu'il était tellement fort, puis tellement si, mais il était haut de même. Tu sais, il était pas... Mais, puis il était ses stéroïdes, il était ses pilules, les uppers, les downers, ta boisson. Mélange tout ce que tu veux ensemble, il était là-dedans, puis il était complexé dans la vie. Fait que, quand il était dans le vestiaire, mais il se promenait, puis il intimidait les lutteurs. Puis il s'en prenait souvent aux plus faibles. Puis moi, il faut que je te le dise, Pat, mon père puis mon frère Raymond, c'est des tueurs. Je te le dis, là, c'est des tueurs. Moi, je sais pas ce qui est arrivé avec ma mère. Ça doit avoir coulé sur le bord de sa jambe, mais en tout cas, moi j'étais un artiste. Moi, je suis un gars qui aime avoir du fun dans la vie puis qui rit, puis j'ai pas le côté animal puis instinct de même de batailleur, tu sais. Okay. Puis il l'a senti, ça, lui. Fait qu'il a commencé à venir pour m'intimider. Puis à un moment donné, c'était allé trop loin. Puis là, moi, j'ai dit, garde, là, c'est assez. Moi, je vais rapporter ça au boss, à Vince McMahon. Puis j'ai jamais eu le temps de me rendre. Il m'a sacré une volée dans le vestiaire, puis il m'a laissé à terre dans un bain de sang. Puis là, j'avais le choix de on parle de la réalité. Oui, dans le vestiaire. Non. Il m'a battu, Ouais. j'étais en flèche, j'étais tout défiguré. Puis là, j'avais le choix. Soit que je m'en vais chez nous, je m'accue entre mes ventes, m'en vais chez nous, comme on dit expression, put your tail between your legs, puis run. Là. Puis ou que je fasse quelque chose. Puis pour mon père, pour la réputation des Rougeaux, j'ai décidé, il faut que je prenne ma vengeance. Puis c'est le plus gros pas de ma vie, c'est pas moins ça. Ouais. Puis une semaine après, je suis revenu. C'est vrai que je suis revenu avec un rouleau de 30 sous. Puis c'est vrai que j'ai tout fait partir les dents de la bouche, un sucker punch, puis il s'en attendait pas. Puis c'était tout vrai. C'est pas un truc à ton père, ça? C'est pas un truc à ton père, ça, les 25 cents? Ouais. Mon père, il m'aurait dit de faire ça. Mais j'avais assez peur la semaine avant que j'étais pour le faire. J'avais assez peur. Puis je me disais, moi, je me couchais le soir, je dormais pas bien, là. Puis je mangeais pas bien. J'avais perdu 10 livres dans la semaine avant. Parce que quand je mangeais, j'allais vomir après. J'étais tellement... J'avais peur. J'avais dit la vérité, j'avais peur. Puis quand je suis arrivé le soir avant, j'ai appelé mon père. Puis c'est mon père qui m'a dit, va-t'en à la banque, va chercher un rouleau de 30 sous. Puis il dit, comment que tu le frappes? Il dit, frappe pour le tuer. Puis c'était pas moi. Puis ça m'a frappé comme une brique, mais c'était mon père. Mon père, c'était mon héros. Fait que là, je me suis dit, OK, il m'a fait ça pour toi. Tu m'as fait ça pour toi. C'était tout pour mon père que je faisais. Puis à cause de ça, eux autres, ils ont lâché leur carrière. 2 semaines après, c'était fini. Les Bulldogs ont lâché la lutte, mais c'était les Bullies pendant 3-4 ans. Ils ont magané des gars, c'était de leur réputation. C'était comme, t'écoutes un film de prison, ce qu'il y en a un qui mène en prison, là, tu sais. Mais c'était eux autres, dans le vestiaire. Puis j'ai arrêté son règne de peur. Parce qu'ils ont eu quand même beaucoup de succès, là. Champion du monde, oublie ça. Là, non, mais il a été très populaire. C'était l'équipe public, la plus populaire qu'il n'y avait pas dans le temps. Mais tout ça pour dire que, pourquoi je te parle de ça? C'est parce que quand que j'ai fait mon comeback, il a fallu que c'était plus grand que nature pour moi. C'est pour ça que Hulk tombe en amour avec moi. Parce que Hulk, il me connaissait. Puis il savait que j'étais le gars qui riait, puis j'aimais jouer aux cartes, puis j'étais pas un batailleur, puis j'étais pas un... Puis puis en plus de ça, j'ai su par après que, par l'entremise de Jimmy Hart, puis une couple de personnes qui étaient proches de lui, c'est que Hulk avait peur que ça arrive à lui bientôt, là.
Même si c'était lui le gros kingpin, il était tellement fucké, les Bulldogs, dans leur tête, qu'à un moment donné, tu vas plus loin, puis à un moment donné, tu attaques le plus gros. Fait que Hulk était toujours inquiète qu'à un moment donné, ils vont se prendre à lui. Fait que quand moi, j'ai arrêté le règne de terreur, puis ils sont lâchés à la lutte, puis tout, ça a fait toute une atmosphère complètement différente dans le vestiaire après ça. Puis Hulk, c'était un peu pour ça, je pense qu'il est venu à Montréal puis qu'il m'a fait gagner mon combat devant mes fans. C'est fou, hein? Ouais, moi, je suis sûr. Wow. C'est sûr. C'est pour ça. Là. Donc, ça fait partie des 5 qu'il a piné à terre. Fait que c'est quand quelque même chose. fou, hein? C'est quelque chose, hein? Ouais. Ben, je le mérite pas, je te le dis, je le mérite pas. Ben, regarde, juste avec ça, il mériterait d'être au temple de la renommée, mais là, regarde, je pense que c'est ça, pour être en paix avec tout ça, à un moment donné, faut que tu laisses aller. Hein? C'est Pas le choix. C'est ça. Comme tu m'as fait rire, toi, il faut que je le dise au monde, parce que je sais que tu es honnête, tu es un gars transparent à le voir. Je suis arrivé, je dis, Pat, excuse-moi, je te connaissais pas ta carrière. Tu m'as dit, ben, tu sais, il y a Georges Saint-Pierre, puis il y a l'autre. Je suis l'autre. Puis ça m'a tellement fait rire, je vois. Mais moi, aujourd'hui, il y a Raymond, puis il y a moi. Mais mon ri de ça, mais c'est ça. C'est juste parce que t'as eu moins de marketing, t'as eu moins de ça, ou moi, je suivais pas ça de toute façon, les combats ultimes. Je suivais pas ça. Je trouvais ça écœurant. Mais tu sais, écoute-moi, juste parce que je viens de te dire, tu vois mon personnage, j'étais un artiste. Moi, les combats ultimes, c'était c'est la violence, oublie ça, là. Puis pas rien que la violence, c'était, ça me faisait peur. Je me disais, à toute fois que je regardais, je me disais, je suis pas un homme, moi. Parce que non, mais c'est vrai, tu me donnais des complexes d'infériorité quand je regardais je me disais, que ces gars, ils s'en vont, puis ils s'en vont dans le Lion's Den, puis c'est la vie ou la mort. Je suis pas capable de faire ça. Je suis vraiment capable de faire ça dans ma vie. Fait que, tu sais, en même temps, c'est un peu pour ça que je me suis éloigné de ça. Parce que j'avais pas le courage que si quelqu'un me verrait là, puis disait, hey, Jacques, tu pourrais y aller, je serais obligé de dire non, pas moi. Ben, c'est peut-être pour ça qu'à 66 ans, tu luttes encore, parce que tu es un artiste. C'est justement pour ça. Là. Mais, anyway, gros respect pour toi. C'est bien gentil. Je veux qu'on parle du 26 juillet prochain. La grosse nouvelle qu'on a parlé en début d'entrevue. Il y a quelque chose d'énorme qui s'en vient au Centre Bell. Pas à la Place Bell, au Centre Bell, le 26 juillet prochain. C'est tellement énorme. Écoute, la AEW qui s'en vient à Montréal pour Rédemption, que ça s'appelle Redemption. Ouais. Puis c'est un pay-per-view, c'est un télé à la carte. C'est vu à travers du monde. Puis c'est malade. C'est QT Marshall, le gars qui était justement sur son école de lutte, il y a 3-4 ans, quand j'envoyais mes élèves, mes gagnants de Lutte Académie chez eux, on s'est fait une relation. On est venu bien chum. Puis lui, il est bras droit à Tony Khan. Tony Khan, c'est lui là, le grand Manitou, si tu veux. Un peu comme Vince McMahon dans le temps. Okay. Mais Tony Khan, pour la AEW, c'est lui le grand Manitou. Le Manitou. Ils ont tellement d'argent, son père, puis tout. Ils ont les joueurs de Jacksonville, l'équipe de football. Ouais. Ils ont tellement d'affaires, je peux pas te les nommer. Puis, fait qu'il y a de l'argent en masse. Fait que c'est pour ça que ça devient une compétition avec la WWE. Longue histoire courte. Il s'en vient à Montréal. Puis, je parlais avec QT Marshall, le Joe, puis il dit, hey, Jacques, il dit... on s'en va à Montréal. Il dit, j'ai vu ça, tu sais. Mais il sait que je suis pas à la lutte. Je suis plus à la lutte. Je vais plus à la lutte, je sais pas. Puis là, il m'a dit, je fais rien que ma lutte à moi, mes affaires à moi. Tu sais, je suis plus les grosses ligues. Fait qu'il nous dit à moi, Jacques, il dit, t'aimerais-tu ça venir le 26 juillet au Centre Bell? J'ai dit, moi, je peux aller faire un tour, être white, c'est cute. Non, il dit, on aimerait ça faire un hommage à la famille Rougeau. Puis là, je me suis dit, ah ouais, qu'est-ce que tu veux dire? Puis là, ça m'a allumé, parce que là, ça va être vu télé à la carte, c'est vu à travers du monde. Puis là, je me suis dit, écoute, ça va peut-être réveiller des morts à des places. Écoute, ils nous font un hommage. Puis là, ils me parlent de faire un hommage à mon grand-oncle ADOG, mon oncle Johnny, mon père, moi, Raymond Perman, puis mes 3 fils, un hommage. Puis après ça, ils vont nous présenter. Fait qu'ils vont faire un hommage sur l'écran géant, puis après ça, ils vont nous présenter. Wow. Ça va être... Écoute, ça remonte l'estime de soi de quelqu'un, je peux te le dire. J'ai su ça il y a 2 jours, là. Puis je l'ai à dormir. Je comprends. Mais c'est comme tantôt, tu disais. Mais là, dans le milieu de la nuit, puis ma blonde, même ma blonde, elle me disait à moi, c'était tellement drôle, ma blonde, elle, c'est vraiment mon cerveau. Puis elle me disait à moi, elle dit, parle-en pas, là. J'ai dit, oui, mais je l'ai par écrit. Elle dit, parle-en pas tant que ça n'arrive pas, parce que le monde de la lutte, là, c'est ingrat des fois. Ouais. Ça dit des affaires, puis après ça, mais tu dois avoir vu ça des fois dans ta vie aussi, le monde qui promet des choses, puis ça n'arrive pas. Ouais. Fait que ma blonde a dit, va pas dire ça à personne, ça. Puis là, je l'ai eu. J'ai dit, écoute-moi bien, là. J'ai mis mon pied à terre. J'ai dit, écoute-moi bien, là. Je l'ai par écrit ici, par QT Marshall. Ça va arriver. Je vais en parler, je vais en faire des podcasts. Puis j'ai dit, je vais en parler parce que je veux qu'il y ait plus de monde possible qui viennent
vivre ce moment-là avec nous autres, la famille Rougeau. Le 26 juillet Puis au tu sais, Centre Bell. puis c'est les billets pour la WWE qui est pas meilleur que la AEW, là, en point de vue talent. Du talent, les deux, c'est équivaut, là, ça s'équivaut. Mais leur billet, là, c'est 350 pièces, puis 200 quelques pièces, puis mais ça, c'est loin, ça. Puis la AEW, le show qu'on s'en va voir là, il y a des billets à 55 pièces. 55 pièces, tu vas au Saint-Hubert, puis 55 pièces, c'est passé. T'en manques quasiment. Fait que moi, si tu me donnes pas un gros type. Non, c'est ça. Fait que moi, je dis au monde, sauvez-vous un repas du restaurant, puis gardez-les pour nous autres, la famille Rougeau. Puis venez au Centre Bell le 26 juillet, puis, tu sais, moi, Pat, là, l'affaire, je parlais de ça avec ma blonde un matin, je dis, tu sais, c'est à quoi ça me fait penser? Je suis un gros fan du Canadien. Quand ils vont bien. Quand ils vont pas bien, je ne suis pas. Ouais. Je suis pas bon, moi, je suis pas un bon fan. Mais quand ils vont bien. Comme 90% du monde. Puis, mais des beaux souvenirs que j'ai, c'est quand le Centre Bell, mettons, il y avait Yvan Cournoyer qui arrivait, puis il le présentait dans le milieu de l'arène. Puis là, mon numéro 12, là, j'étais là. Puis là, il donnait une ovation, le Centre Molson, le Centre Bell. Il donnait une ovation. Puis après ça, Jean Béliveau, puis après ça, Guy Lafleur, puis après ça... Puis je pensais à tout ce monde-là que j'ai suivi, puis quand je le revoyais avoir une innovation, j'étais jaloux. Mais pas jaloux d'un côté, j'étais là, je me disais, pas jaloux parce que je les aimais pas, je les adore. J'étais jaloux parce que je me disais, j'aimerais ça un jour, que ça arrive au Rougeau. Tu sais, la famille Rougeau, qu'on soit honoré. Ce sentiment-là. Moi, ce sentiment d'avoir été aimé par le public, d'avoir marqué le public. Fait que moi, personnellement, Pat, je lance une invitation à tout le monde. Venez si vous êtes capable. C'est de l'ouvrage. Il faut stationner, puis il faut se rendre là, puis je suis tout conscient de ça. Mais je vais emmener ça dans ma tombe. Ça va être un moment que j'oublierai jamais dans ma vie. Ben, on va en parler à toutes les semaines pour que le monde n'oublie pas. Le 26 juillet, hommage à des légendes. Des 4 générations. Des 4 générations. Puis tu sais, c'est un peu... je peux dire ça, c'est une douce revanche peut-être aussi, là, tu sais, d'aller... Parce que tu l'as dit tantôt, tu as tellement donné à ce sport-là, puis tu n'as pas fait ça vraiment pour recevoir les honneurs, mais à un moment donné, tu te dis, j'ai tellement donné mon corps, j'ai fait un don corporel à ma passion. Moi, Pat, je ne veux pas dire que c'est un pied de nez à la WWE, mais je vais te dire que il y a beaucoup de fans qui vont me le dire. Il y en a déjà qui m'ont... des amis proches que je leur ai dit que ça s'en venait puis qui m'ont dit « Yes! » Ils vont se réveiller, eux autres, la WWE. Mais il y en a qui sont frustrés. Il y a beaucoup de monde qui sont frustrés que moi et Raymond, on n'est pas dans le Hall of Fame. Puis je pense que ça va venir nous soulager. Parce que je me souviens quand on est rentré au Hall of Fame européen, il y a à peu près 6 mois, j'avais dit à mon frère Raymond, j'ai dit « Hey Raymond, on va rentrer au Hall of Fame européen. » Il dit « Ouais. » Puis là, j'ai vu les yeux allumés à mon frère Raymond, puis je me suis aperçu que, il a la même crotte sur le cœur que moi. Ça, t'es pas tout seul. Je l'ai pas tout seul. Puis là, quand je l'ai appelé, là, je viens de l'appeler pour lui dire, hey, il faut que tu viennes au Centre Bell, ils vont nous honorer. Il dit, OK, dis-moi, la seule affaire que je veux, c'est un parking en dessous. Là, il dit, c'est ça. Il dit, je vais avoir de parce la base. Lui, c'est juste parce qu'il veut pas avoir de trouble à ce parking. Mais il dit, OK, j'y vais, je suis partant. Mais je l'ai senti dans sa voix qu'il était fier. Tu sais, il nous a donné des années, Raymond, en lutte aussi. Le tabarnouche qu'il nous a donné, là. Fait qu'il a commencé en 72, Raymond, là. Il a donné beaucoup, beaucoup d'années. Puis, fait que non, ça va être un moment de fierté pour la famille. Puis, je te remercie, Pat, de le souligner, puis d'être si fin, là, puis de dire que tu vas en parler. C'est un moment important pour moi dans ma vie. Puis je pense que, faut pas se le cacher, j'ai 66 ans, là. Tu sais, je suis pas un vieux cheval, moi, là. Tu sais, écoute, puis mes années sont comptées. On va se dire les vraies choses, mes années sont comptées. Fait que ça va être quelque chose de... Je pense que ça va être un peu mon dernier hurrah, si tu veux. Comme une boucle. Ça va être mon dernier hurrah. Il n'y en aura pas, des affaires de même, il n'en arrivera pas 2000 à 66 ans. Là. Même qui m'a dit ça? C'est ma blonde, m'a dit ça hier. Ouais, t'es mieux d'en profiter parce que là, tu vas venir tout ratatiner, ce sera pas long, puis personne ne va vouloir te voir. Fait que ça va être le fun, de vivre ça. Ben, tu disais que ça allait vous rendre fiers, mais vous nous avez rendu fiers à travers toutes ces années-là à la lutte. T'es bien Honnêtement, on vous a suivi, surtout ma génération, puis tout le monde qui est de ma génération se souvient de vous, puis on va en parler le 26 juillet pour qu'on puisse mettre le plus de monde au Centre Bell pour vous rendre hommage et avec raison. Non, merci, Pat. Le show, ça s'appelle Rédemption. Redemption, comment ça se dit en français? C'est Rédemption? Ça dit pas? Redemption. Le monde va comprendre. Fait que le monde comprend, c'est Redemption. S'ils vont sur le Centre Bell, le Ticketon ou Ticketmaster, je pense qu'ils peuvent aller chercher des billets. Ouais, on va faire le lien, puis on va en parler, inquiète pas. On va essayer de remplir cette place-là pour vous donner l'hommage que vous méritiez. Puis, ce qui va être le fun là-dedans, pour moi, ce qui va être le fun là-dedans, c'est que Tony Khan, qui va avoir pris la décision de faire ça,
ça va être, comme on dit dans notre monde, un win-win situation. Eux autres vont gagner parce qu'ils vont se ramasser avec une belle foule, puis nous autres, on va gagner parce qu'on va être honorés devant toute une grosse foule. Fait que c'est gagnant-gagnant pour les deux, tu sais. Ben, écoute, Jacques, ça a été un honneur et un plaisir de te parler. On pourrait parler d'anecdotes de lutte pendant 2 jours, je pense. Ça n'a même pas d'allure. Je le vois quand on parle de lutte, ton œil s'illumine. C'est passionnant, honnêtement, là, de t'entendre parler. Puis j'en ai oublié plus que je me souviens. Tu sais, c'est fou. Là, écoute, ça va faire ma 50e année que je suis dans la lutte. C'est fou. Puis le monde, des fois, il me conte des petites histoires. Puis c'est tellement drôle. Ah oui. Puis là, il y a une cellule qui vient d'allumer en dedans de moi, que je me rappelle de cette histoire-là. Puis là, je la compte. Tu sais, c'est comme. Mais c'est ça. C'est ma vie. Ça a été ma vie. Puis ça va toujours l'être. Le 26 juillet au Centre Bell, ça va être votre dernier tour de piste pour vous honorer avec raison. On va essayer de remplir à cette place-là. On va en parler à toutes les semaines. Peux-tu souligner 2 petites affaires avant de finir? Absolument. C'est important pour moi. The International Enforcer, the Law Enforcer. Tu sais, les jeux que tu as, les gamers, là, ben, moi, je vais faire partie d'un jeu de Ghostmasters. Ah, cool. Ça, oui, à travers du monde. Ça va sortir en juillet. Là, tu vois, The International Law Enforcement Officer, qui est moi, en Mountie un peu, si tu veux. Ça va sortir partout sur les choses. Puis j'aimerais souligner la compagnie ici. Couvreur, couvre-toi, parce que je suis rendu porte-parole pour eux, là, pour 3 ans. Puis je me suis occupé de moi toute ma vie, puis là, je m'occupe de toi. Fait que jamais vous avez une chance, vous avez besoin d'un toit. Couvreur, couvre-toi. Couvreur, couvre-toi. Puis c'était pas loin du pont de la 25, là, à Laval. Puis c'est vraiment une bonne compagnie. Ça fait au-dessus de 20 quelques années qu'ils existent. Puis c'est une bonne compagnie. Ils ont une belle référence. Puis moi, j'ai signé 3 ans qu'eux autres. Puis ils s'en viennent faire mon toit chez nous la semaine prochaine. Bon, ben. C'était déjà bon, hein? C'est un bon deal. C'est un bon deal. Jacques, merci beaucoup de ton temps. Ça a été un plaisir. Puis on aurait pu en parler pendant encore bien longtemps. Puis au pire, tu reviendras. J'aimerais ça en savoir plus sur toi, Pat. On va jaser. On va prendre un café. Ouais, OK. Merci.